c'est généralement, on cherche à avoir le système le plus léger possible. Parce que généralement, qui dit léger dit plus facile, Point de vue global, enfin dit beaucoup les d'économies différentes en contraintes. termes, Alors, si on d'autres, prend par exemple un avion, en termes de consommation, point de vue global, ça veut dire aussi les qu'éventuellement, on va différentes pouvoir contraintes, réussir à alors transporter d'autant plus de plus dans tout ce qui est personnes. système Donc, ça, embarqué, c'est les principaux intérêts. Réduction des volumes, alors ça, c'est aussi quelque chose de super important parce que plus on va pouvoir mettre, je dirais, de choses dans un volume beaucoup plus petit, et bien évidemment, ça sera une plus-value globale pour le système. Et puis après, pour tout ce qui est aspect fonctionnalité, là, c'est pareil, hein. L'objectif, c'est quelque part, on cherche à améliorer les choses, donc on cherche à en mettre toujours un peu plus. Et dernière chose qui là va être franchement super importante, surtout dans tout ce qui est en fait système de transport, c'est la fiabilité, parce que ça, c'est un des problèmes qui est relativement critique. Et vu les enjeux qu'il y a en fait derrière, c'est quelque chose qui est véritablement en fait important. Alors, les principales conséquences qu'on va avoir au niveau des circuits imprimés, mais même des systèmes en général, c'est qu'au final, on va se retrouver avec une intégration qui est toujours de plus en plus poussée. Et ça, franchement, vraiment à toutes les échelles du système. Donc, autrement dit, ça se passe au niveau des composants. Donc, en fait, même dans les composants électroniques, on essaye d'en mettre toujours plus. Au niveau des circuits imprimés, où on va essayer, pareil, de les rendre de plus en plus fonctionnels et d'intégrer un maximum d'éléments dedans. Et au niveau du système lui-même, puisque lui c'est pareil, il va bénéficier en fait au final des avancées des deux premiers éléments. Alors juste un tout petit exemple, on va remonter, alors pas forcément super loin, ça, on va remonter, allez, 25 ans, voire peut-être 30 ans en fait en arrière, avec l'évolution un petit peu des téléphones. Donc si on prend les tout premiers téléphones mobiles, on se retrouvait grosso modo avec quelque chose qui ressemblait à ça, qui ressemble plus à une haltère ou un barreau de chaise. Enfin, c'est un peu comme on veut, mais qui, en l'occurrence, il était mobile parce qu'on pouvait se déplacer avec, mais c'était pas forcément le côté le plus pratique. Et puis, après, les évolutions du téléphone, ça, je pense que vous les avez suffisamment suivies et on se retrouve avec des téléphones qui, eux, sont de plus en plus petits, qui généralement font accessoirement téléphone, alors que au début, c'était franchement que téléphone. Et maintenant, vous avez toutes les fonctionnalités, en fait, je dirais, possibles et inimaginables à l'heure actuelle. Donc, autrement dit, c'est un exemple qui est relativement intéressant parce que c'est vrai que vu l'évolution et vu la rapidité à laquelle ça évolue, euh, ça permet pour vous d'avoir, on va dire, une petite représentation. Mais dites-vous que c'est pas le seul domaine en fait où ça se passe comme ça, c'est valable dans pratiquement tous les domaines. Alors, d'un point de vue architecture des systèmes, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, ils ont, peu importe, je dirais, les domaines, en fait, on se retrouve toujours quand même avec certaines spécificités qui sont au final communes à tous les systèmes et à tous les domaines. Alors, autrement dit, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous créez en fait un système, d'un point de vue global, vous avez toujours une partie qui est plutôt liée en fait à la mécanique. Donc, typiquement, tout ce qui est boîtier, support, et éventuellement d'autres éléments. Et puis, une partie qui est plutôt liée en fait au domaine de l'électronique. Donc, autrement dit, vous avez forcément pour pouvoir faire fonctionner votre système une alimentation, tout un ensemble d'éléments qui va vous permettre de gérer l'application. Et puis, généralement, vous allez avoir des contacts avec, avec votre environnement, donc autrement dit, des entrées-sorties qui vont aussi en fait apparaître. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que bon, ça, je dirais,
je vous présente ici uniquement que deux domaines, que sont la mécanique et l'électronique. Pour certains autres, ben, vous aurez des domaines complémentaires, mais en l'occurrence, mécanique et électronique, ce sont vraiment deux domaines où ben, vous êtes obligé, je dirais, d'être sensibilisé, parce qu'en fait, ils vont apparaître en fait à chaque fois. Alors, pour illustrer ça, ben, pareil, on va prendre l'exemple d'un téléphone portable. Et donc, ben là, si on regarde, la partie mécanique, ben, on la retrouve avec, entre autres, les éléments de boîtier qu'on a en fait un petit peu partout. Et et la partie bon, ben, électronique, là, forcément, vous retrouvez, alors là, en l'occurrence, la batterie, et puis ensuite la carte mère et une carte fille qui sert entre autres pour le clavier. Alors bon, même si c'est pas forcément un téléphone de toute dernière génération, dans le principe, ça reste toujours valable. Donc c'est pour ça qu'on va se baser en fait un petit peu sur cet élément-là pour la suite du cours. Alors, si on rentre un petit peu plus dans l'architecture électronique ben, de notre fameux téléphone, ben, en fait, donc, si on considère le circuit imprimé, donc ben, électronique, ce qu'il faut voir, c'est que ben, donc là, vous avez les deux faces du circuit imprimé, la face avant avec, ben, entre autres, l'écran, et puis la face arrière avec toute une quantité en fait de fonctions supplémentaires, donc, dont certaines que vous devez sûrement reconnaître. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est que les deux principales fonctions qu'on va avoir, qui sont forcément présentes et qu'il va falloir prendre en compte sur un circuit imprimé, ben, ce sont donc le support mécanique, parce que c'est quelque chose qui va être relativement important. Autrement dit, votre carte, ben, vous allez forcément devoir l'intégrer dans un support. Et les seuls moyens de connexion ou en tout cas d'intégration dans votre boîtier, ben, ça va forcément passer par la mécanique. Donc, un premier support mécanique entre donc, les composants et le boîtier. Et l'autre fonction, ben, ça va être une fonction en fait, de connexion électrique entre ben, les différents composants entre eux, de façon à pouvoir avoir véritablement ben, les connexions, les fils, entre guillemets, entre les différents composants pour que, ben, électriquement parlant, ça puisse fonctionner. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus aux contraintes mécaniques, ben, en fait, on va les voir à plusieurs endroits. Donc là, ben, typiquement, vous avez ben, pour pouvoir fixer, donc là, entre autres, l'écran, mais également pour pouvoir fixer en fait la carte à l'intérieur en fait du boîtier. Alors, autre élément, par exemple, ici, vous vous apercevez qu'il y a une découpe dans le circuit imprimé. Ben, cette découpe, elle est en fait située au niveau du haut-parleur. Et donc, du coup, ben, l'intérêt de la découpe, c'est bien évidemment que le son puisse passer en fait plus facilement. Alors, en ce qui concerne ensuite les aspects plutôt électriques, ben, vous vous apercevez alors forcément que ben, tous les composants sont regroupés. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que non seulement ils sont regroupés, mais en fait, on va les regrouper par fonction électronique. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important, à savoir, ben, on va faire en sorte de mettre, par exemple, tout ce qui a lieu de fonctionner, tous les composants qui servent à faire fonctionner votre caméra, ben, on va se débrouiller pour faire en sorte qu'ils soient tous regroupés géographiquement à peu près au même endroit, ou en tout cas au plus proche de votre caméra. Donc ça, c'est pareil, ce sont quelques petites règles, entre guillemets, toutes bêtes, mais qui sont véritablement très importantes parce que c'est ce qui va vous permettre, entre autres, de mettre le maximum de chances pour que ben, votre conception soit opérationnelle et qu'à la fin, vous puissiez avoir ben, un système qui lui aussi soit opérationnel, quoi. Alors,
si on continue en fait avec les circuits imprimés et qu'on essaie d'avancer encore un petit peu plus dedans, donc là, ce qu'il faut voir, alors c'est ce qu'on avait commencé à percevoir de toute façon avec le mini projet. Vous avez deux familles de composants principales qui vont exister. Donc les composants traversants, donc comme c'est illustré en fait à ce niveau-là. Donc composants traversants, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous avez votre circuit imprimé et pour pouvoir véritablement fixer les composants dessus, ben en fait, on est obligé de percer au travers du circuit imprimé. Donc là, c'est ce qu'on voit. On a les broches qui ressortent forcément de part et d'autre du circuit imprimé. Deuxième type de composants qu'on va avoir, les composants CMS, donc les composants montés en surface. Alors eux, la grande différence avec les précédents, c'est que du coup, leur impact va être uniquement sur une face. Et donc, du coup, ça veut dire aussi une autre chose, c'est que bah, quelque part, si on veut réussir à gagner de la place et intégrer encore plus de fonctionnalités dans notre système, ben, on va pouvoir monter des composants non seulement sur une face, mais on va même pouvoir en monter sur la face inférieure. Alors après, bien évidemment, ce qu'il faut bien voir, ça je pense que vous avez dû le percevoir ben, dans le cadre du mini-projet, c'est que ben, bien évidemment, on ne peut pas mettre des composants traversants à la place des composants CMS et inversement. Donc autrement dit, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est super important de savoir ben, dès le début vers quel type de composant en fait on s'oriente et vers lequel on oriente notre CAO. Alors, juste quelques petits exemples. On va commencer avec des composants plutôt de type passif. Donc, autrement dit, tout ce qui est résistance, condensateur, inductance et connecteur. Bon, pour les résistances, je vous fais pas trop de dessins puisque vous avez eu l'occasion de les manipuler et puis bon, il n'y a pas forcément énormément de choses dessus. Euh, pour les condensateurs, ben, même principe en fait. Hein, on va pouvoir retrouver aussi bien en traversant qu'en CMS les mêmes types de composants. Par contre, bien évidemment, en termes d'occupation et d'intégration, ben, généralement les CMS sont nettement plus petits que les composants traversants. Même chose en ce qui concerne les inductances. Alors les inductances, c'est vrai que là, on n'a pas eu forcément l'occasion de trop les manipuler. Mais en l'occurrence, ben, ça va être à quelque chose, je dirais, de relativement similaire. Donc, en fonction ben, des valeurs des inductances et de leurs caractéristiques, ben, on va pouvoir retrouver des boîtiers aussi avec des formes et des géométries relativement différentes. Alors, certaines qui sont plus ou moins proches. Si je prends par exemple le torque que vous avez ici, ben, quelque part, ça va se rapprocher des torques que vous avez à ce niveau-là. Par contre, après, pour des valeurs plus faibles, ben, au final, les inductances vont ressembler de façon très proche à ce que l'on retrouve comme type de boîtier pour les résistances. Pareil, au niveau des connecteurs, ben, on va retrouver, je dirais, pratiquement tous les connecteurs. Alors généralement, les seuls enfin, qu'on va retrouver un petit peu moins, ce sont plus en fait tout ce qui est bornier de puissance en fait qui va permettre en fait de transmettre un peu de puissance puisque eux généralement en très grande partie sont quand même plutôt restés traversants. Mais ça doit être à peu près la seule exception que l'on a. Après, tous les autres composants, en fait, on arrive franchement à les retrouver dans les deux catégories. Et pareil, d'un point de vue, je dirais, tendance, bon, c'est clair que la tendance, c'est plutôt à aller vers les CMS. Les traversants, ben, on en a toujours besoin. Pourquoi? Ben, c'est principalement aussi pour pouvoir faire du service après-vente. Alors, ensuite, donc après les composants passifs, ben, on va se retrouver avec les composants actifs.
Donc, les composants actifs, d'un point de vue global, ben, ça va être principalement donc tout ce qui est diode, transistor et les circuits intégrés dans lesquels vous allez avoir des fonctions électroniques bien spécifiques. Alors, autant pour les deux premiers, ben, vous allez retrouver un petit peu comme pour les passifs des boîtiers similaires dans lesquels en fait on va pouvoir ben, retrouver franchement les mêmes fonctions avec des caractéristiques franchement très proches. Donc là, par exemple, si vous prenez le boîtier CMS que l'on a ici, bon, au final, c'est pratiquement la même chose que celui-là, si ce n'est qu'on lui a coupé les broches pour mettre les contacts en fait véritablement au plus proche du boîtier. Et puis les autres boîtiers sont relativement proches. Au niveau des transistors, alors pas de grosse surprise, si plus sur les dimensions, puisque bon les SOT 23, vous avez eu l'occasion de les monter. Et donc, bon, en comparaison du style d'un boîtier, soit un TO39 ou un TO92, bon, c'est clair que c'est nettement plus petit. Donc, c'est principalement là, je dirais, la grosse différence. Là où, par contre, ça va changer énormément, c'est surtout sur les circuits intégrés, où là, en termes de boîtier, ben, on a relativement peu de boîtiers en traversant. Donc, c'est principalement des boîtiers qui ressemblent à peu près à ça. Donc, à des boîtiers plutôt longitudinaux avec des broches sur de part et d'autre. Euh, alors, par contre, au niveau des boîtiers de type CMS, alors, il y en a certains qui vont se rapprocher, typiquement tout ce qui est SOIC, ça va se rapprocher véritablement des boîtiers traversants. Par contre, à partir de là, à partir du moment où j'irai, on s'intéresse un peu plus au boîtier CMS, bah là, ce qui se passe surtout, c'est que les boîtiers CMS, on va faire en sorte de maximiser le nombre de connexions en fonction de la surface du boîtier. Donc du coup, on se retrouve avec pas mal de boîtiers où au final, vous avez des broches sur toute la périphérie. Donc ça veut dire que du coup, c'est pas que deux côtés, c'est véritablement les quatre. Et puis version encore pire, où là, bon, de toute façon, il n'y a pas vous trouvez pas d'équivalent en boîtier traversant. C'est les boîtiers donc du style PBGA où là, en fait, au final, les petits points que vous voyez, donc la petite matrice que vous avez là, ça correspond en fait exactement aux broches de connexion. Et ces broches de connexion, en fait, ce sont ni plus ni moins que des microbilles de soudure. Et donc là, bien évidemment, lorsque vous voulez souder ça, ben, vous faites pas ça à la main. Ça, vous avez pas le choix. C'est clair que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grosses problématiques. La première, c'est le positionnement du composant, parce que vous apercevez que bah, les, comment, les broches sont relativement très proches les unes des autres. Et donc, du coup, ça veut dire que bah, sur le circuit imprimé, c'est pareil. C'est aussi très proche les uns des autres. Et donc là, du coup, le gros souci qu'il y a, c'est que si vous le posez juste à la main, bah, un peu comme vous pouvez, vous avez toutes les chances pour que votre composant soit pas soudé comme il faut, que vous ayez fait des courts-circuits et que du coup ça se passe pas, on va dire, correctement. Euh, alors, je vois une question et avec des sockets, c'est-à-dire que alors dans l'idée, bon, les sockets, le but du jeu, c'est plutôt avoir un. Ouais. Alors le problème justement, c'est pour ça, le problème des sockets. C'est que au final, ben, généralement, ça va demander forcément plus de place. Et donc, du coup, généralement, c'est le genre de choses en fait enfin, qu'on va pas utiliser à partir du moment où ben, on a, je dirais, alors soit on est sur des systèmes alors, typiquement grand public et où on n'a pas forcément besoin d'un service de maintenance trop important. Parce qu'il faut bien voir que si c'est difficile à souder,
à dessouder, c'est carrément impossible. Euh, et donc, après, le souci, quelque part, des sockets, c'est que ben, malheureusement, ça rentre pas dans l'aspect trop intégration. Parce qu'on va se retrouver avec ben, un surboîtier, entre guillemets, et du coup, ben, en termes de volume, on y perd énormément. Et donc, franchement, généralement, c'est mis qu'à partir du moment où on a franchement besoin enfin, pour des conditions vraiment bien spécifiques, quoi. Mais généralement, on évite en fait de les rajouter parce que d'un point de vue système, on va empiler des couches supplémentaires et en termes de volume et en termes de masse, au final, on y perd quand même pas mal. Alors, ensuite, alors juste un petit retour sur sur quelques petites définitions. Donc, autrement dit, pour réussir à fixer les composants sur notre circuit imprimé, donc là, l'idée, c'est surtout en fait de juste rappeler les différents éléments qu'on va retrouver sur une couche de circuit imprimé. Donc, l'élément de base, c'est donc la pastille. C'est ce qui va nous permettre véritablement, donc là en l'occurrence, vu que ce sont que des traversants, donc là on voit des pastilles avec un trou central, mais bien évidemment, les pastilles existent aussi pour les composants CMS. Donc ça, c'est franchement l'élément de base. On peut avoir bien évidemment aussi des formes très différentes. Ça là-dessus, il y a pas de souci. Ensuite, si on associe plusieurs pastilles entre elles, donc par exemple comme ici, ou comme sur les autres parties encadrées, là dans ces cas-là, on va constituer ce qu'on appelle en fait une empreinte. Donc une empreinte, c'est pour carrément un composant. Au passage, les empreintes de certains composants, ça va être le cas par exemple ici pour ce connecteur, vous apercevez qu'au final, vous avez en fait deux pastilles différentes, donc les quatre qui sont à ce niveau-là, plus les deux plutôt de fixation en fait de votre connecteur. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue global, on peut très bien avoir pour un même composant des pastilles qui soient aussi différentes. Ça, il y a pas de souci. L'idée, c'est surtout d'adapter l'empreinte du composant de façon à ce que on puisse véritablement le monter dessus. Et donc ensuite, dernier élément qui va nous rester, ce sont les pistes qui vont nous permettre justement de pouvoir interconnecter les différents composants entre eux et donc les interconnecter par l'intermédiaire en fait de leur pastille. Donc, ce qu'il faut bien voir aussi, donc, c'est que là, on a une couche de cuivre. Bon, c'est pareil, hein, c'est juste un rappel. Et donc, cette couche de cuivre, en fonction de ce que l'on va vouloir faire comme application, en fait, on va aussi définir quelque part le nombre de couches qu'on va pouvoir en fait utiliser. Alors, en arrivant justement sur ce nombre de couches. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce que vous avez fait lors du mini-projet. Ah, pardon, il y a Oui, Nicolas. Non, c'était Anthony, pardon, qui voulait ouais, poser une question. non, j'ai pas compris ce que c'était une pastille. Enfin, parce que les empreintes, c'est l'emplacement où c'est qu'on va souder le composant, mais les pastilles. Alors, en fait, l'empreinte, c'est l'ensemble des pastilles. Donc, autrement dit, Ah, avec plusieurs pastilles, on crée une empreinte. Mais la pastille, c'est juste l'élément pour pouvoir souder une broche. ah, d'accord, oui. Ah oui, c'est le trou en fait. Enfin, c'est le. Alors, en fait, c'est l'ensemble, c'est la petite. Là, si. Alors, je sais pas si tu vois ma souris. Oui, 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 Ouais. oui. Donc, si tu veux, en fait, c'est franchement toute la partie noire. Donc, en fait, Ah, la partie noire, ça va ah être oui, du cuivre. d'accord, ouais. Et vu que là, on est sur une pastille de type traversant, en plein centre, la partie blanche, ça va être en fait le trou.
Ah oui, Ça d'accord, va oui. permettre de faire passer en fait la broche dedans. Ah oui, ok. Ouais, ben j'ai compris maintenant. Ok, bah, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Alors, donc ensuite, donc, pour en revenir sur notre circuit imprimé, alors bon, pour la version qu'on a faite ben, pendant le mini-projet, donc c'était plutôt une fabrication, on va dire, entre guillemets, artisanale, donc plutôt un prototype. Donc là, ben, généralement, vous n'avez pas trop le choix. Vous avez, j'irais, le choix entre une ou deux couches. Donc autrement dit, soit le top, soit le bottom, soit les deux ensemble. Donc c'est ce que vous aviez fait en fait sur votre mini-projet. Ce qu'il faut voir, c'est que ben, si on part sur des cartes industrielles, sur un même circuit imprimé, vous pouvez arriver jusqu'à en gros une trentaine de couches, les unes au-dessus des autres. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est pas parce qu'on se retrouve avec 30 couches qu'au final, on va se retrouver en fait avec un circuit imprimé qui va être 30 fois plus épais. Ou disons même 15 fois plus épais, puisqu'éventuellement le facteur il serait de 15. En fait, pas du tout, même bien au contraire, on va se retrouver en fait avec des circuits imprimés mais qui vont être à peu près de la même épaisseur. Alors, après, petite question pour tous. D'après vous, dans quel type d'application en fait on va pouvoir, enfin, on va avoir besoin de circuits imprimés avec autant de couches que ça. Donc autrement dit, avec une trentaine de couches. Carte mère. Alors non, même pas une carte mère. Les cartes mères, généralement, c'est vous êtes aux alentours de la dizaine de couches. L'automobile peut-être? Alors l'automobile, c'est le pire des cas. Autrement dit, l'automobile, si vous voulez, principe de base, c'est s'ils sont obligés d'utiliser un circuit imprimé multicouche, c'est que franchement, ils peuvent pas faire autrement. Sinon, en fait, ils font en sorte de passer, s'ils peuvent tout faire passer avec un circuit imprimé où il n'y a qu'une seule couche, ils le font. Donc ça, c'est surtout pour des histoires de coûts. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que d'un point de vue global, plus on a de couches et plus ça coûte cher. Et dans l'automobile, il faut que ça coûte le moins cher possible. Dans le CPU, par exemple, Alors, le CPU, ben, le problème du CPU, donc comme on a vu ce matin, le CPU, il est à l'intérieur des composants. Donc là, du coup, non. Alors après, je vois les smartphones, les montres connectées. Alors non plus, parce que quelque part, en fait, vous allez vous rapprocher énormément de ce qu'il y a dans dans les cartes mères. Donc alors généralement, bon après, ça va dépendre forcément un petit peu du niveau d'intégration. Mais généralement, pour les téléphones, vous êtes entre, allez, on va dire entre 6 et 12 couches. Et les montres connectées, ça va être, à mon avis, plus. Alors là, je suis pas sûr à 100% pour les montres connectées, mais à mon avis, ça doit être à peu près du même acabit. Il y a Damien qui voulait faire une proposition. Ouais, les satellites. Ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est là que ça se passe. Et alors, d'après vous, pourquoi? Mais parce que ça coûte très cher au kilogramme d'envoyer un satellite, ça coûte très cher au niveau du poids à envoyer en fait. Ouais, alors il y a ça, et puis il y a une autre chose, c'est que, bon, sur tout ce qu'on a vu auparavant, Gain de euh, place. non, c'est même pas ça, c'est le service après-vente. Si vous voulez, en fait, le service après-vente sur une automobile, une montre connectée, un téléphone, c'est jouable. Bon, sur un satellite, une fois que vous l'avez envoyé en fait dans l'espace, il est là-bas et il y est pour 20, 25, 30 ans. Et faut qu'il fonctionne en fait pendant toute la durée de vie qu'il a. Donc autrement dit, pourquoi on a ça? Ben, parce qu'en fait, pour pouvoir faire je dirais un même circuit, en fait, au final, ben, on va mettre aussi des tas de protections supplémentaires.
Surtout que c'est pareil, quand vous êtes dans l'espace, ben, il y a plein de phénomènes qu'on ne connaît pas sur Terre. Donc typiquement tout ce qui est ion lourd, choses comme ça, en fait, ben, on les a pas sur Terre, mais par contre dans l'espace, ils les perçoivent directement. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, ben, d'un point de vue global, enfin, ils sont obligés de faire des circuits imprimés dans lesquels on va mettre énormément de couches et dans lesquels en fait, ben, on va essayer de faire aussi un maximum de redondance de façon à ce que ben, le système puisse entre guillemets s'auto-réparer. Alors après, petite précision aussi en ce qui concerne le nombre de couches. Euh, les nombres de couches, quand vous allez fabriquer un circuit multicouche, alors multicouche, ça commence à partir de 2, vous allez me dire, mais en fait, à part au-dessus de 2, ce qu'il faut voir, c'est que si vous demandez un circuit multicouche de 5 couches, on vous dira non, désolé, ça marche pas. On va vous en vendre un de 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on a passé le cap des 2 couches, en fait, c'est à chaque fois par paire. Donc, autrement dit, vous pouvez faire 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite. Mais par contre, tous les nombres impairs, vous ne pourrez pas les avoir. Donc ça, après, les raisons qu'il y a derrière, je vous avouerai, je ne les connais pas. Mais je suppose que ça va être probablement lié à des process en fait, de fabrication. Alors ensuite, c'est pareil. Donc c'est bien d'avoir plein de couches, mais à un moment donné, il faut réussir à les interconnecter. Alors pour réussir à interconnecter les couches, on n'a pas 50 000 solutions. Donc déjà, alors au passage, tant qu'on y est, la structure du coup, alors bon là, moi je vous ai gentiment épaissi la chose de façon à ce que ce soit plus visible. Mais en termes d'épaisseur, en fait, vous restez sur des effets, sur des épaisseurs franchement très faibles. Donc là, ce qu'il faut voir, bon, n'importe comment, on a tout le temps un sandwich dans lequel vous avez intercalé une couche de diélectrique, donc une couche d'isolant, avec après une couche de cuivre sur laquelle on va voir certaines pistes, puis une couche de diélectrique et ainsi de suite. Et donc, c'est l'ensemble de ce sandwich-là qui va nous permettre de faire vraiment le circuit imprimé. Alors après, donc là, c'est pareil. Pour pouvoir faire les connexions entre les couches, parce que c'est bien d'avoir beaucoup de couches, mais si on ne peut pas communiquer entre, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et donc là, dans l'idée, pour pouvoir communiquer entre les couches, on va se retrouver en fait avec ce qu'on appelle des vias. Donc les vias, c'est ce que vous avez soudé en premier sur vos cartes. Alors pour vous, c'était des vias qui traversaient carrément tout. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, quand on arrive avec des circuits imprimés où vous avez beaucoup plus de couches, vous pouvez avoir des vias qui sont en effet complètement traversants, mais vous avez aussi des vias qui peuvent être entre guillemets semi-traversants, c'est-à-dire qu'en fait, on les voit sur une partie, sur une des surfaces, mais on les verra pas sur l'autre surface. Et on a également en fait des vias qui sont complètement enterrées, qui permettent donc juste de se connecter entre différentes couches pour pouvoir juste avoir les connexions entre les pistes. Alors, à titre d'exemple, pour ceux qui traversent complètement, donc là, typiquement les trous les plus gros, ça, il n'y a aucun souci, ce sont véritablement donc des vias qui traversent tout. Les plus petits, je ne peux pas vous garantir qu'ils ne traversent pas tout, parce que généralement, ils traversent aussi tout, mais ils sont juste avec des diamètres en fait un petit peu moindres. Pour ce qui est des vias enterrées, bien évidemment, là, ça va être compliqué de vous les faire voir, donc vous n'en verrez forcément pas. Alors, ensuite, on va aborder petit à petit les différentes étapes de la fabrication et principalement aussi tout ce qui est en fait document de conception et de suivi de projet. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quand on fait un projet de carte électronique, l'objectif, vous avez vu tout ce qu'il y a en fait après par rapport à la fabrication.
donc fabrication, test, mise en œuvre. Mais en fait, après, il y a tout l'aspect, je dirais, conception, donc qui sert pour ces étapes à la suite et qui vont servir aussi en fait pour tout ce qui est en fait SAV et choses comme ça. Donc, le premier document qu'on va avoir besoin, c'est forcément le schéma électrique, puisque ça sera, je dirais, le point de départ. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails un peu après pour savoir qu'est-ce qu'on doit retrouver en fait dessus, quels sont les différents éléments qui vont être importants. Mais donc forcément, c'est une des étapes, c'est, je dirais, même la toute première étape en fait que vous allez devoir en fait réaliser. Alors ensuite, pour pouvoir réaliser un circuit imprimé, il va falloir obligatoirement aussi avoir les différentes couches que vont constituer ce circuit imprimé. Donc là, ce sont les typons. Donc là, dans le cas qu'on est là, on a juste on a juste deux faces. Donc quelque part, c'est, je dirais, un projet qui se rapproche de ce que vous avez fait avec le dé électronique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les typons, que ce soit pour des couches en fait superficielles ou pour des couches enterrées, vous êtes forcément obligé de les fournir. Alors après, on les fournit pas forcément sous l'aspect calque comme vous avez pu les avoir en fait en mini projet, mais par contre, on va plutôt les fournir sous forme de fichiers informatiques qui vont pouvoir être ensuite exploités par les différentes machines de fabrication. Pardon. Alors, autre élément important, le plan de perçage. Donc là, vous avez pu le voir pour le mini-projet. De toute façon, c'est pareil. Même quand vous avez un autre, je dirais un projet plus conséquent, en fait, ça va être quelque chose qui va être aussi important parce que vous aurez forcément des trous à percer dedans, ne serait-ce que pour fixer votre carte. Et vous allez également avoir en fait des trous éventuellement différents pour les différents types de via que vous pouvez mettre en place et ainsi de suite. Donc ça, c'est pareil. L'autre intérêt, c'est que lorsqu'on fait une fabrication, on va dire, un peu plus industrielle, le plan de perçage, ça va se présenter aussi sous la forme d'un fichier informatique que l'on va pouvoir transmettre à une machine-outil qui, elle, en fait, nous permettra de faire l'ensemble des trous au bon diamètre et aux bons emplacements aussi. Ensuite, autre élément important, les schémas d'implantation. Donc ça, vous avez pu vous en rendre compte puisque ça vous permet de savoir non seulement où sont les différents composants, mais aussi de savoir pour ceux où on a besoin dans quel sens ils sont orientés et comment il faut les monter. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et autre élément important donc pour le montage des composants, bien évidemment, la netlist où vous allez retrouver en fait toutes les références des composants et puis quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs types de composants, de façon à pouvoir avoir tous les éléments qui vont bien, principalement pour le montage de la carte. Alors, si on fait un petit résumé, le petit résumé, vous vous retrouvez en fait alors, ouais, alors en ce qui concerne parce que là, donc là, je vois la question d'Étienne. En ce qui concerne la forme de la carte, vous faites strictement ce que vous voulez. Donc, autrement dit, généralement, ce qu'il faut voir, c'est que la carte, c'est elle qui va s'adapter au boîtier. Et c'est pas forcément le boîtier qui va s'adapter à la carte. Autrement dit, par exemple, si vous décidez de fabriquer un téléphone portable, le téléphone portable, vous allez lui donner une forme en fait déjà qui va être à peu près, on va dire, prédéfinie. Et donc du coup, généralement, vous allez en fait réfléchir à comment la fixer dans le boîtier. Et donc là, généralement, pour un téléphone, ça ne sera pas via des vis, mais ça sera généralement plutôt par l'intermédiaire de petits clips, de choses comme ça.
Et donc, du coup, ben, c'est pareil, il faut les prévoir en fait directement dès la conception. Mais ça sera plus en fait sur la partie, je dirais, placement et routage des composants. Donc là, du coup, alors petit résumé des éléments en fait qu'on a besoin pour un projet. Alors franchement, c'est vraiment le minimum. Donc autrement dit, en fonction du projet, vous pouvez bien évidemment le compléter, mais là, c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir réussir à faire quelque chose, on va dire qui soit exploitable et que l'on puisse re-exploiter par la suite, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous créez en fait un système, il y a la version prototype, mais après, on va aussi éventuellement le faire évoluer. Et donc, du coup, il faut aussi, par l'intermédiaire du projet, pouvoir faire évoluer les choses et donc faire évoluer aussi les documents et réutiliser ce qui a été déjà créé. Ouais, et Mathieu, tu peux poser une question? Enfin, je sais pas, t'as Ouais. levé la main. Pour le projet, est-ce qu'on peut utiliser Altium ou pas? Parce que je l'ai déjà pas mal utilisé, là, notamment en entreprise. Et du coup, je voulais savoir si on pouvait l'utiliser ou pas. Alors, pour le projet, c'est-à-dire? Vous avez parlé d'une carte là dans le sommaire qu'on ferait peut-être de A à Z. Alors là, non. Pour la simple unique raison, c'est que là, en fait, l'objectif, c'est de vous former en fait au logiciel Orcade. Donc, D'accord, ok. du coup, l'intérêt que ça va avoir pour toi, c'est bien, c'est que ça va te permettre en fait de voir deux logiciels différents et du coup de voir, je dirais aussi les avantages de l'un et de l'autre. Donc, d'un point de vue comparatif, c'est toujours formateur de pouvoir avoir justement une vision un peu plus large. Ok, ok. Alors, au passage, la carte que vous allez faire là, en fait, juste comme ça, ce qui va se passer, c'est où vous allez faire votre carte, ça, il y a pas de souci. Par contre, on n'ira pas jusqu'à la fabrication, puisque la fabrication, vous l'avez déjà faite avec le mini-projet. Donc, quelque part, en fait, si on vous a fait commencer par le mini-projet, c'est justement pour réussir à vous sensibiliser un peu plus au moment de la conception. Parce que commencer directement par la conception, quand on n'a pas forcément touché directement en fait aux composants et à la fabrication de la carte, en fait, il y a plein d'éléments qu'on ne saisit pas forcément. Et donc, du coup, le fait d'être passé déjà par le fait d'avoir soudé les composants, de s'être heurté à différentes problématiques, du coup, la perception, en fait, va être relativement différente. Chambrak, tu avais une question? Je sais pas, tu as la main levée. Oui, j'ai une question. En fait, ça revient plus ou moins à la même question qu'a posé Mathieu, je pense. Moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser Proteus, mais Uhum. j'ai remarqué qu'avec les autres applications, les autres logiciels, il y a vraiment une certaine différence. Mais du coup, est-ce que c'est possible de l'avoir aussi en version gratuite ou version étudiante? Alors, bon, par rapport à Orcade, malheureusement, en fait, c'est pas possible parce que c'est un logiciel en fait qui est sous licence. Alors, c'est pas possible. Oui, oui et non. Disons qu'il existe des versions craquées, donc ça, il y a moyen d'eux. Alors après, je sais que si vous voulez, nous, au niveau de l'IUT, en fait, c'est plus compliqué au sens où pendant très longtemps, on a travaillé avec une version justement qui était plutôt, on va dire, pas forcément réglementaire. Mais par contre, en fait, là maintenant, la version qu'on a, elle est sous licence. Et en plus de ça, comparé à celle qu'on avait avant, en fait, il y a véritablement un grand gap de passé. Donc, du coup, c'est des philosophies qui sont. Alors, même si ça reste Orcade, il y a beaucoup de choses qui sont franchement très différentes. Alors, pas trop sur la partie, on va dire, saisie de schéma, parce que ça reste la même. Mais par contre, sur tout ce qui est partie placement routage, là, entre les deux versions, il y a un changement, mais radical en fait, de fonctionnement.
Donc, du coup, bon, ça sera plus, on va dire, un petit peu plus problématique, quoi. Du coup, si on veut l'avoir, même, on peut même pas l'avoir par le canal de l'UIT, par exemple, non, vu que vous avez la licence. Ouais, mais non. Mais non, parce qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que les licences, c'est des licences en fait sur un serveur, et donc du coup, en fait, elles sont directement liées en fait au serveur. D'accord. Alors sinon, il y avait Damien aussi. Ouais, c'était pour répondre à Mbayo. C'est KiCad, qui est un logiciel très très bien développé et qui est gratuit en open source, si jamais. Ouais, alors je sais qu'il y en a plusieurs en fait qui sont comme ça, hein. Euh, Parce que alors, il doit y avoir aussi Eagle, je crois, où il y a une version qui doit être disponible aussi dessus. Euh, donc d'un point de vue global, c'est sincèrement, c'est pas ce qui manque. Après, ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Faut pas rêver. S'il y en avait un qui était franchement miraculeux entre guillemets, je pense que les autres n'existeraient plus. Donc en fait, ils ont franchement chacun leur spécificité. Après, la démarche, ça reste quand même la même en fait pour toutes. Donc c'est pas forcément très grave. Et puis après, enfin passer d'un logiciel à un autre, sincèrement, ça se fait. Et puis de toute façon, quand vous serez en entreprise et si vous n'avez pas le choix, ben, vous le ferez forcément. Donc c'est pas très grave. Mais vous allez retrouver vos éléments de base. C'est surtout ça l'essentiel. Sans vouloir faire la pub de KiCad, quand même, c'est maintenu par le CERN, donc c'est très 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 vaste comme application, hein. Non, non, mais je suis d'accord. Après, si tu veux, il y a, enfin, il- chaque élément ont des avantages et des inconvénients. Donc c'est pour ça. Enfin, je veux pas moi faire la pub de ni l'un ni l'autre de toute façon, parce que de toute façon ils ont tous leurs points forts, ils ont tous leurs faiblesses. Et après, ben, faut voir en fait enfin, faut voir surtout c'est ce qu'on en a besoin d'en faire en termes d'utilité, et choses comme ça. Et puis après, faut vous dire une chose, hein, c'est que si vous avez lieu de fabriquer, enfin de concevoir, pardon, des circuits imprimés en entreprise, vous n'aurez pas le choix, hein. Vous passerez forcément par l'outil de l'entreprise. Parce que ben, l'entreprise aura pris un outil et il faudra faire avec. Donc là-dessus, vous ferez forcément avec. Donc, pour les aspects Mbayo, tu as toujours une question ou c'est juste la main qui est restée levée? Ah, c'est juste la main qui est restée levée. D'accord, ok. Donc, du coup, bon, on va continuer. Alors, donc, le logiciel Orcade en lui-même, alors là, je vais aller très vite. Alors, pourquoi? Bon, en gros, vous avez, c'est toute une suite de logiciels qui vous permettent de faire vraiment la conception de A à Z. Bon, pourquoi je vais aller très vite? C'est parce que ben, concrètement, nous, on va utiliser certains des logiciels. Donc là, en gros, je vous en ai présenté trois. Donc celui de saisie de schéma électrique, donc qui s'appelle Capture CS. Donc lui, vous allez l'utiliser, puisque ben, pour pouvoir saisir votre schéma, vous n'aurez pas trop le choix. Après, quand vous avez saisi votre schéma, pardon, vous pouvez également faire en fait de la simulation. Donc ça se fait par l'intermédiaire de PSpice. Bon, par contre, vu que c'est pas l'objet, je dirais, du cours, donc nous, c'est clair qu'on ne l'utilisera pas. Ça n'aura pas d'intérêt spécifique pour nous. Et par contre, ensuite, vous allez utiliser donc PCB Editor, qui vous permettra justement de faire le placement et le routage des composants de façon à réaliser véritablement votre circuit imprimé. Donc voilà pour ça. Donc c'est pour ça, sur la suite, je vous en dis pas plus que ça, parce que ça n'a pas forcément non plus un très grand intérêt. Alors par contre, on va rentrer un peu plus précisément maintenant dans la saisie de schéma.
Et donc, principalement, qu'est-ce qu'on attend de vous par rapport en fait à, enfin, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir sur un schéma électrique. Donc, typiquement, ça va ressembler entre guillemets un petit peu à ça. Et donc, le premier élément que vous allez devoir obligatoirement avoir, c'est ce qu'on appelle le cartouche d'identification. Alors, le cartouche d'identification, vous le voyez, en fait, c'est ce qu'il y a en bas à droite, ici. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Concrètement, on va retrouver déjà un nom de la carte, parce que l'objectif, c'est de pouvoir identifier à quoi va servir cette carte. Sachant que c'est pareil, quand vous avez un système, vous pouvez avoir plusieurs cartes dans un même système. Donc, il va falloir réussir à identifier les différentes cartes en fait, qui sont utilisées, voire même pour une même carte, vous pouvez avoir en fait plusieurs pages de schéma électrique. Donc là, c'est pareil, il faut réussir en fait à s'y retrouver dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, donc de donner un titre. Deuxième élément, il va falloir en fait fournir, c'est l'auteur. Alors l'idée de l'auteur, en fait, elle est toute bête, c'est que quand il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser en fait votre schéma électrique, s'il y a quelque chose en fait qui comprend pas, qui semble bizarre, qui a besoin en fait d'explications supplémentaires, en fait, on va aller revoir la personne qui a créé en fait le schéma électrique. Donc du coup, avoir l'auteur, c'est quelque chose en fait d'utile. Et puis, autre élément utile pour les aspects principalement qualité et suivi du projet, c'est le numéro de révision. Pour la simple et unique raison, c'est que vous commencez un premier projet, vous allez faire éventuellement un prototype, mais quand vous allez faire évoluer votre prototype vers une version un peu plus industrielle, vous risquez de passer en fait à une révision aussi un petit peu intermédiaire. Et puis, une fois que votre produit va être sur le marché, pareil, vous allez le faire évoluer. Mais en le faisant évoluer, généralement, on ne repart pas forcément de zéro. On va repartir en fait d'éléments existants. Mais en attendant, il va quand même falloir faire évoluer ce chiffre de façon à ce que on puisse savoir à quoi correspond en fait le schéma électrique par rapport à la carte. Donc ça, cartouche d'identification, un point qui est relativement important. Ensuite, alors bien évidemment, vous allez retrouver les différentes fonctions électriques. Donc là, l'idée, d'un point de vue global, ce qu'il faut voir, c'est que votre schéma électrique, ça doit être quelque chose qui doit être facilement lisible. Et donc, l'idée qu'il y a, c'est pour réussir à rendre quelque chose d'un peu plus lisible, on va essayer de regrouper tous les composants qui vont former une fonction électrique ensemble. Donc, typiquement, c'est ce que vous avez en fait au niveau de l'écran. On va lui donner un nom de façon à savoir à quoi correspond la fonction. Et puis, on va faire justement tracer entre guillemets un cadre, alors qui électriquement parlant n'a aucun intérêt, mais par contre qui visuellement parlant va vous permettre en fait de plus rapidement identifier que vous avez une fonction spécifique avec tous les composants que vous avez là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Surtout penser en fait à avoir en fait un schéma électrique qui soit lisible. S'il est lisible, il va être facilement exploitable. S'il est illisible, autant dire que généralement, on va pas déjà avoir trop l'envie de rentrer dedans et puis ça va être super compliqué à s'y retrouver, quoi. Donc ça, c'est franchement quelque chose d'important. Alors après, sur le schéma électrique, il y a plein de choses auxquelles il faut aussi réussir à penser. Et typiquement, le genre de choses qu'il faut réussir à penser, en fait, c'est que votre carte, à un moment donné, vous avez toutes les chances pour qu'elle communique avec d'autres éléments extérieurs. Alors, les autres éléments extérieurs, c'est quoi? Ça peut être d'autres cartes. Donc, ça veut dire que là, dans ces cas-là, il faut réussir à avoir des connecteurs pour pouvoir interfacer les différentes cartes entre elles. C'est aussi en fait l'alimentation, parce que à un moment donné, votre système, vous allez devoir l'alimenter. Et pour alimenter la carte, dans bien des cas, généralement, on est obligé de rajouter en fait un connecteur. Donc ça, c'est le genre de choses qui est utile. Autre élément qui peut aussi très bien se passer, c'est que vous avez besoin en fait d'interfacer votre carte
avec un autre système plus loin. Mais là, c'est pareil, ça passera obligatoirement par l'intermédiaire de connecteurs. Donc ça, c'est pareil, c'est dès la conception qu'on va être obligé en fait de penser à utiliser justement ces éléments-là. Alors ensuite, fonction qui est encore un petit peu plus vicieuse, entre guillemets, c'est l'aspect mécanique. Alors pourquoi? Parce que bon, nous on est plutôt sur les côtés électriques et en fait, il faut quand même penser dès la conception et en plus sur le schéma électrique, penser en fait à rajouter la fonction mécanique. Donc généralement pour nous, la fonction mécanique, ça se résume principalement à faire des trous pour pouvoir mettre des vis. Mais en attendant, faut les mettre directement sur le schéma électrique. Si vous ne les avez pas dessus, ça veut dire que lorsque vous allez faire votre placement et le routage des composants, le problème c'est que vous n'allez pas placer en fait les endroits de fixation. Et donc du coup, votre carte, soit elle est flottante, ce qui généralement n'est pas génial, soit vous allez être vraiment, enfin vous allez rencontrer vraiment des difficultés pour pouvoir réussir à la fixer dedans. Donc autrement dit, la fonction mécanique, même si on n'est pas dans ce domaine-là, il faut quand même y penser directement dès la conception. Et puis ensuite, sur l'aspect informatif, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certains composants, principalement tout ce qui est porte logique, des composants de ce type-là. Généralement, dans un même boîtier, vous allez retrouver en fait plusieurs composants du même type. Sauf que sur votre système, vous n'avez pas forcément besoin de tous. Et donc là, dans ces cas-là, si vous n'avez pas forcément besoin de tous, il va falloir aussi indiquer au lecteur de votre schéma électrique qu'il y a éventuellement certaines portes que vous n'avez pas utilisées. Donc là, c'est ce qu'on a en fait à ce niveau-là. En fait, on a un composant dans lequel on a 6 composants identiques, donc 6 inverseurs à trigger de Schmitt. Le problème, c'est qu'on ne les utilise pas tous. Et sur les 6, il y en a 2 qu'on n'utilise pas. Dans ces cas-là, il faut fournir au lecteur du schéma électrique que ces 2 portes-là ne seront pas utilisées et que vont être neutralisées de la façon dont c'est décrit sur le schéma. Donc il y a des éléments de ce type-là, donc c'est franchement des informations. Et il y a éventuellement aussi, en fait, lorsque vous allez vouloir faire des tests sur votre carte, avoir en fait des points éventuellement qui sont carrément dédiés à ça. Donc du style implanter des points tests en fait pour pouvoir connecter votre masse, pour pouvoir vous mesurer à certains points de tension bien spécifiques. Et tout ça, ça se pense directement dès la conception et en fait dès la saisie, dès la réalisation de votre schéma électrique. Alors, très rapidement sur le logiciel capture CIS. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pour la simple unique raison, c'est que dans les TP, vous allez véritablement voir en fait vraiment toute la démarche. Et puis vous allez avoir en fait le principe, ça va être en fait des petites vidéos qui vont vous présenter les différentes fonctionnalités que vous allez trouver en fait dans le logiciel et surtout comment les mettre, comment les utiliser, comment les mettre en place. Alors, point de vue interface, donc vous allez vous retrouver avec une zone de saisie donc qui va en gros occuper pratiquement toute la fenêtre. Vous allez retrouver également donc le cartouche d'identification. Donc ça, en fait, lui, en fait, il va apparaître dès que vous allez créer votre projet. Donc là, vous apercevez aussi rapidement que d'un point de vue lisibilité, vous vous retrouvez très vite en fait avec différents cadres pour pouvoir avoir vos différentes fonctions électriques. Donc ça, c'est quelque chose qui va être relativement pratique pour lire plus facilement le schéma. Alors, sinon, au niveau des outils, alors vous retrouvez les outils classiques. Donc, ce que j'entends par outils classiques, c'est créer un projet, ouvrir un projet, l'enregistrer, l'imprimer et ainsi de suite.
Vous allez avoir également en fait des outils pour pouvoir zoomer sur votre schéma électrique et donc de façon à organiser plus facilement vos fonctions électriques. Vous allez retrouver un ensemble d'outils électriques. Donc là, ça va être des outils qui ont véritablement une fonction électrique derrière, alors que ce soit pour placer un symbole ou pour pouvoir en fait connecter les différents composants entre eux. Et vous allez avoir également des outils graphiques. Les outils graphiques, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des outils qui sont là surtout pour aider à la lisibilité. Et ça se limite à ça. Donc, autrement dit, même si pour certains outils, vous pourriez avoir l'impression que c'est un peu la même chose entre l'outil graphique et l'outil électrique, il faut bien voir une chose, c'est que l'outil graphique ne sert qu'à faire du graphique. Il n'y a pas du tout de fonction électrique derrière. Donc, autrement dit, par exemple, parce que ça c'est le coup assez classique, vous avez un outil pour pouvoir faire en fait les connexions entre les composants. Donc, qui va vous permettre en fait vraiment de faire les fils. Bon, en fait, si vous regardez après dans les outils graphiques, il y en a un qui permet de tracer des traits. Bon, sauf que visuellement parlant, les deux ont une apparence relativement proche. Le seul souci, c'est que l'outil graphique, en fait, il sert strictement à rien d'un point de vue connexion électrique. Donc, autrement dit, faites bien attention, les outils graphiques, ils sont là uniquement pour aider à la compréhension, en fait, de votre schéma électrique. Alors que les outils électriques, eux, ils sont franchement là, en fait, pour pouvoir réaliser vraiment votre fonction électrique et que ça puisse être véritablement opérationnel. Alors ensuite, l'autre interface que vous allez avoir dans Capture CIS, c'est ce qui va vous permettre en fait de gérer votre projet. Donc là-dedans, on va retrouver en fait dans votre structure de projet tous les composants que vous allez avoir utilisés, que vous allez avoir placés sur votre schéma. On va retrouver également des outils à ce niveau-là qui vont vous permettre de générer les différents fichiers nécessaires à la conception du dossier du projet, donc du dossier de fabrication. Et on va retrouver également en fait les fichiers que vous allez avoir générés par l'intermédiaire entre guillemets des outils que vous avez à ce niveau-là. Donc, pour l'aspect, je dirais, saisie de schéma, ça va se limiter à peu près à ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est franchement l'objectif principal en fait de la saisie de schéma, c'est franchement de faire attention à saisir. Alors déjà, d'une part, les bons composants. Juste pour rappel, vous vous rappelez lorsque vous avez monté la carte du dé électronique, vous aviez deux résistances qui n'étaient pas les bonnes en fait sur votre schéma électrique. Alors sur le schéma électrique, elles avaient bien l'apparence d'une résistance, sauf que après au niveau du montage, les empreintes c'était pas les bonnes. Donc une chose qui est franchement super importante, c'est que lorsque vous avez un composant sur un schéma électrique à saisir, il faut bien vous dire que le symbole que vous avez sur le schéma électrique, en fait, il est apparenté aussi au boîtier physique du composant. Donc là, par exemple, si je prends la carte qui est représentée à ce niveau-là, si vous voulez, ça, c'est un condensateur. Bon, un condensateur, sur le schéma électrique, vous vous retrouvez avec un symbole de condensateur. Donc là, rien de compliqué. Bon, le seul problème, c'est que si je prends en fait les petits boîtiers bleus là, que vous avez à ce niveau-là, ce sont aussi des condensateurs. Donc sur le schéma électrique, ils vont avoir exactement le même symbole. Le seul souci, c'est que si vous prenez en fait le symbole de ce composant-là pour celui-ci, forcément au niveau de la conception, ça va poser problème. Alors au niveau de la conception, vous allez pouvoir le faire plutôt. Par contre, quand vous allez vouloir monter la carte, là, ça va être beaucoup plus problématique. Donc autrement dit, allez toujours chercher dans la bibliothèque
les bons composants, donc les bons symboles de composants pour avoir véritablement le bon composant adéquat à monter ensuite sur votre carte. Ça, c'est franchement une règle qui est super importante. Alors, tant qu'on y est sur la saisie de schéma, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va passer sur le placement donc, des composants. Alors, donc, juste pareil, quelques petits rappels très, très rapides. Donc, le circuit imprimé, bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez en fait une fonction électrique donc, qui va vous permettre de faire la liaison en fait entre les composants électriques de façon à ce qu'ils soient bien interconnectés entre eux et donc d'avoir véritablement la fonction électrique. Donc ça, bon, je dirais qu'il n'y a pas forcément trop de soucis là-dessus. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le circuit imprimé, c'est aussi en fait deux fonctions mécaniques. Alors, deux fonctions mécaniques, pourquoi? En fait, une première fonction mécanique qui va être liée à la fixation en fait de votre carte au système. Donc, autrement dit, de pouvoir vraiment connecter le tout, le rentrer dans le boîtier et le fixer au boîtier. Et ça va être également, en fait, donc ça, c'est par l'intermédiaire, pardon, entre autres, des entretoises, des boulons et tout élément mécanique que vous pouvez avoir besoin. Et vous allez avoir, en fait, aussi un aspect, en fait, support mécanique pour les composants, puisque, en fait, les composants, vous allez les souder sur la carte. Et donc, vous avez l'aspect soudure, c'est en fait une fonction mécanique que vous allez donc retrouver sur votre carte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pareil, pour le placement des composants, on ne prend pas les composants et on ne les jette pas directement comme ça sur la carte et en espérant que ça fonctionne correctement. Non, en fait, pour les composants, c'est pareil. On va faire en sorte de positionner les composants sur le circuit imprimé, mais en respectant un certain nombre de contraintes. Et les contraintes, on part des contraintes les plus importantes vers les contraintes les moins importantes. Et alors, si je prends les contraintes les plus importantes, en fait, ce sont les contraintes mécaniques. Alors, autrement dit, c'est quoi? Ça va être tout ce qui va être fixation avec le support. Parce que généralement, votre support mécanique, il est déjà en fait conçu ou en tout cas, vous avez déjà des dimensions bien spécifiques. Et donc, du coup, il va falloir que vous puissiez en fait le rentrer correctement en fait dedans et le fixer correctement à votre support. L'autre élément qui va être important, qui va être lié aussi un peu à l'aspect mécanique, c'est en fait l'interface homme-machine. À un moment donné, votre système, vous allez être confronté et il y a un humain qui va en fait venir l'utiliser. Bon, typiquement, un écran, vous n'allez pas le mettre sur la face inférieure. Vous allez faire en sorte qu'il soit en direction de l'homme qui va utiliser en fait votre machine. Les boutons poussoirs, c'est pareil. Donc, autrement dit, tout ce qui est interface homme-machine, on va faire en sorte de le mettre pour que ce soit facilement accessible en fait à l'utilisateur. Ensuite, il y a également tout ce qui est connectique vers l'extérieur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous avez votre système, l'idée de la connectique extérieure, c'est qu'il va falloir que justement les différents borniers et connecteurs que vous allez avoir besoin de mettre sur votre carte soient situés plutôt en périphérie de votre circuit imprimé, de façon à ce qu'on puisse facilement y accéder après, une fois que votre carte sera dans le boîtier. Alors ensuite, il y a aussi tout ce qui est éléments entre guillemets électromécaniques. Alors qu'est-ce que j'entends par électromécanique? C'est en fait certains composants vont avoir besoin de dissipateurs pour pouvoir fonctionner. Ça veut dire que si vous avez un transistor
de puissance qui a besoin d'un dissipateur thermique pour qu'il puisse fonctionner correctement, bah, l'objectif, c'est que les deux puissent s'assembler ensemble. Donc, autrement dit, vous n'allez pas mettre bah, du style le transistor en bas à droite de votre carte et le dissipateur en haut à gauche. Non, vous allez faire en sorte qu'ils soient bah, proches l'un de l'autre et même pire, c'est vous allez faire en sorte que vous puissiez les assembler ensemble. Et puis ensuite, donc, on va retrouver donc, du coup les contraintes électroniques. Alors là, dans l'idée, ben, ça va être de regrouper tous les composants d'une même fonction, ben, faire en sorte en fait de les regrouper géographiquement en fait ensemble, de façon à ben, avoir le plus de chances possible, je dirais, que notre système à la fin soit véritablement opérationnel. Parce que l'objectif, bien évidemment, c'est ben, non seulement faire le circuit imprimé, mais surtout que ben, à la fin, le système fonctionne correctement. Et puis ensuite, ben, nous avons aussi en fait ben, tout ce qui est proximité de composants spécifiques. Alors ça, typiquement, c'est ben, si vous utilisez par exemple un microcontrôleur, ben, généralement, vous allez lui associer en fait un quartz. Vous allez obligatoirement lui associer des capacités de découplage. Ben, il va falloir en fait ben, que tous ces composants qui ont un fonctionnement en fait assez critique, ben, il va falloir qu'ils soient privilégiés en termes de positionnement, de placement, et qu'ils soient véritablement en fait dans une zone qui soit très très proche. Donc là, pareil, on va faire en sorte vraiment de les privilégier de façon à mettre ben, toutes nos chances de notre côté pour que ça fonctionne correctement. Alors, au niveau du placement des composants, ben, comment ça va se présenter? Ben, en fait, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ce qu'on appelle en fait un chevelu. Donc, autrement dit, ben, vous vous apercevez, là, pour le placement des composants, ben, vous avez en fait vos différents composants. Et puis, entre, vous avez plein de petits fils jaunes en fait qui partent dans tous les sens. Alors, les petits fils jaunes, en fait, ben, ça correspond aux connexions électriques que vous avez mis en fait sur votre schéma électrique. Donc, autrement dit, si je prends par exemple la connexion ici, ben, je sais que ce composant-là et celui-là vont être connectés ensemble par l'intermédiaire de ce fil-là. Donc après, ben, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de s'organiser pour que ben, le placement des composants en fait soit correct. Donc soit correct, ça veut dire en fait ben, respecte en fait les règles que j'ai énoncées précédemment, quoi. Alors, les différentes étapes pour pouvoir ben, essayer de respecter un maximum en fait les règles de fabrication. Donc là, ben, dans l'idée, la première étape, c'est ben, on va commencer par ben, plutôt dessiner alors, le contour de la carte. Alors ça, c'est, je dirais, les étapes que je vais vous présenter là, c'est, je dirais, les étapes d'un point de vue, on va dire, véritablement logique. Après, en fonction des différents systèmes, ben, on va se retrouver à éventuellement modifier un petit peu les étapes. Donc, autrement dit, le dessin du contour de la carte, d'un point de vue global, ça, c'est quand on sait déjà que la forme de la carte ben, va devoir respecter justement une certaine forme bien spécifique pour pouvoir être intégrée dans le boîtier. Si vous n'avez pas de forme spécifique, du style c'est juste une carte de test en fait que vous voulez créer, bon, bah, dans ces cas-là, le contour de carte aura nettement moins d'importance. Mais l'idée, c'est franchement en fait de partir avec les contraintes les plus importantes en première. Donc là, l'idée, ben, ça va être donc de dessiner en fait votre contour de carte avec ben, éventuellement, s'il y a besoin, les différentes encoches qui vont vous permettre de vous fixer en fait au boîtier par l'intermédiaire soit de clips, soit par l'intermédiaire de vis. Enfin, ça, c'est en fait, on essaye de faire en sorte vraiment d'adapter les dimensions du circuit imprimé véritablement en fait au boîtier. Ensuite, seconde étape, ben, on va placer en fait tous les composants mécaniques.
Donc, généralement, par exemple, pour le cas des vis, les vis de fixation, il va falloir les mettre à un endroit bien spécifique. Là, vous n'allez pas avoir trop le choix. Vous allez commencer vraiment par les positionner au plus proche, au mieux en fait, pour pouvoir véritablement respecter les contraintes en fait de placement des éléments mécaniques. Ensuite, la troisième étape, ça va être de placer les composants en fait de l'interface homme-machine. Donc, autrement dit, là, c'est pareil. Donc, si je reprends le cas du téléphone portable, typiquement, vous allez faire en sorte que l'écran soit sur la face supérieure, de façon à ce que l'utilisateur puisse visualiser ce qu'il y a sur l'écran. Pour le haut-parleur, vous allez faire en sorte d'avoir l'ouverture qui va bien située à l'endroit où va être fixé ensuite votre haut-parleur. En ce qui concerne la caméra, vous allez faire en sorte qu'elle soit en face de la zone qui soit transparente, de façon à ce que vous puissiez prendre ensuite des photos. Et puis, pareil, pour tout ce qui est aspect connectique, vous allez faire en sorte de le mettre sur les bords de carte, de façon à pouvoir ensuite, là, typiquement, venir recharger votre téléphone par l'intermédiaire du connecteur. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir placer les composants avec, qui ont des spécificités bien particulières. Donc, c'était ce que je vous disais tout à l'heure avec tout ce qui était capacité de découplage et quartz. Donc là, en fait, on va faire en sorte, par exemple, si je prends les capacités de découplage et le quartz, en fait, ils vont être associés à ce composant-là. Et donc, on va faire en sorte de les placer franchement au plus proche. Parce que si on les place au plus proche, le composant il va fonctionner correctement. Si on les place loin, là, ça risque de poser d'autres problèmes. Donc l'idée, c'est franchement ça, vraiment les regrouper en fait quand on a des fonctionnalités qui sont vraiment critiques. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il va falloir placer tous les autres composants parce que à un moment donné, il va quand même en rester un gentil paquet. Et donc là, en l'occurrence, c'est pareil. Pour tous les autres composants, là, ce qu'on va faire, c'est on va faire en sorte de les regrouper géographiquement par fonction. Donc, autrement dit, là, par exemple, pour tout ce qui va être lié à la caméra, on avait une première contrainte sur le positionnement de la caméra, mais en fait, on va également avoir en fait une contrainte sur les composants qui vont être nécessaires pour pouvoir faire fonctionner en fait le capteur. Donc là, pour le placement des composants, ça va être à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est bon? Donc du coup, on va passer, une fois qu'on a fini le placement, on va passer en fait au routage des composants. Donc là, le routage, l'idée, c'est en fait de dessiner les pistes qui vont vous permettre justement d'interconnecter les différents en fait, composants entre eux, en respectant bien évidemment les connexions électriques que vous avez sur votre schéma. Alors là, du coup, bon, pour le schéma, pour le routage, donc bon, dans le cadre du TP, vous allez utiliser en fait deux couches, donc quelque chose de relativement similaire à ce que vous aviez sur le dé électronique. Donc vous allez avoir une couche supérieure, donc la phase composant, qui s'appelle en fait le top, et puis une couche inférieure, la phase soudure, qui elle va s'appeler le bottom. Alors, aussi, petite remarque, lorsque vous allez faire en fait le placement et le routage des composants, il faut voir qu'on part du principe que le logiciel part du principe qu'on empile les couches. Et on a une vision en fait toujours par le dessus. Alors après, une convention qu'on fait aussi, qu'on essaye de respecter, c'est de se dire que notre système, on va le mettre
dans la position dans laquelle on va le voir et l'utiliser. Donc, autrement dit, le haut de la carte va se situer en haut de l'écran, le bas de la carte en bas de l'écran, et puis partie droite et partie gauche vont être justement sur chacun des côtés. Alors, en ce qui concerne le routage, bon, c'est, je dirais, une requête, mais c'est pas non plus complètement une obligation, parce que vous verrez que c'est pas forcément aussi simple que ça. Mais généralement, quand on a deux couches, on essaye de faire en sorte que les deux couches soient une routée à l'horizontale et l'autre routée un peu plus à la verticale. Mais bon, ça, c'est, je dirais, c'est plus pour essayer de se faciliter la tâche qu'autre chose. Alors, par contre, chose qui va être super importante, ça va être en fait de définir les largeurs des pistes. Alors, pourquoi? En fait, la réponse, elle est super simple. Bon, si vous avez des composants qui consomment très peu de puissance, bon, d'un point de vue global, vous n'allez pas avoir forcément trop de difficultés en fait à définir votre largeur de piste parce que au final, ça ne sera pas forcément critique. Par contre, à partir du moment où vous commencez à avoir des composants qui consomment un peu de puissance, donc typiquement, vous allez avoir des moteurs à faire tourner, donc qui vont devoir arriver sur des connecteurs. Là, par contre, vous avez intérêt à faire très attention au dimensionnement de vos pistes. Et donc, pour pouvoir réussir à faire ça, en fait, on a des abacs un peu comme celle-ci qui vont nous permettre de dire si j'ai un courant, par exemple, qui fait 4 ampères, il ne va pas falloir que je mette une piste qui soit inférieure, en gros, à 50 miles. Donc, on va plutôt essayer même de mettre un peu plus, donc de la mettre plutôt aux alentours de 60 miles, de façon à avoir en fait un petit peu de réserve et de façon à ce que du coup, ça se passe bien. Et donc, ce qui va se passer aussi, c'est que généralement, vous avez des parties de puissance, des parties d'alimentation et puis des parties, je dirais, petits signaux. Donc là, dans l'idée, ce qu'on essaye de faire, c'est généralement, c'est non pas de mettre des pistes qui soient dimensionnées exactement à ce qu'on a besoin, mais on va les mettre, on va choisir généralement 2 à 3 largeurs de pistes. Et puis, en fait, on va garder ces 2-3 largeurs de pistes pour pouvoir router toute la carte. Donc généralement, on va faire une largeur de piste pour ce qui est partie alimentation, une autre largeur de piste pour les aspects de puissance, si c'est franchement très différent de l'alimentation. Et puis ensuite, une partie vraiment pour les petits signaux, où là, en fait, ça va être plutôt les petits signaux de commande qui vont consommer très peu de courant. Alors, il y a la largeur de piste donc pour l'aspect courant, mais par contre, c'est pareil, en fonction des tensions que vous allez avoir présentes sur la carte, vous allez devoir également en fait, faire attention à l'espacement entre les pistes. Alors ça, autrement dit, bon, généralement, on y fait un peu plus attention. C'est surtout quand on commence à avoir des valeurs de tension sur la carte qui commencent à être aux alentours de 50 volts. Quand vous commencez à vous rapprocher des 50 volts, là, dans ces cas-là, on fait franchement plus attention parce que le problème, c'est que si on met des pistes trop proches les unes des autres, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir en fait des arcs électriques. Et donc là, dans ces cas-là, généralement, la carte, elle n'aime pas trop et le système non plus. Donc, si on sait qu'on a des tensions qui vont être aux alentours de 50 volts ou un peu au-dessus, en fait, dans ces cas-là, pareil, on va se référer à des abacs de ce type-là. Alors là, en l'occurrence, on a en plus 2 types d'abacs. Une première avec la courbe en bleu, où on est en fait avec du cuivre directement brut. Donc là, typiquement, un peu comme ce que vous avez fait en mini-projet. Et une seconde, où là, on a un vernis épargne. Autrement dit, on a une carte qui va être plutôt une carte industrielle sur laquelle on va avoir en fait une couche de vernis qui va être remis par-dessus.
Et donc là, ben, vous vous apercevez que le comportement, c'est pas forcément tout à fait le même. Donc, ben, pareil, il va falloir faire attention en fait en fonction des deux à justement définir la largeur entre les pistes. Alors, pareil que pour le placement des composants, ben, en fait, il va falloir respecter un certain nombre d'étapes. Donc là, d'un point de vue général, ben, la première étape, en fait, on va essayer de faire en sorte de router les pistes critiques. Donc, autrement dit, une fois que vous avez placé vos composants, normalement, ils sont placés, les composants critiques vont être placés ben, dans une même zone géographique. Et donc, tant qu'à faire, ben, on va commencer par privilégier véritablement en fait, ces pistes de façon à avoir quelque chose qui soit le plus efficient possible. Donc, ces pistes-là, ben, ça concerne généralement tout ce qui est horloge de microcontrôleur, donc avec le microcontrôleur, les capacités de découplage et tout ce qui va être en fait signaux analogiques, puisque ça va être des signaux qui risquent d'être un peu sensibles. Alors, comment réaliser le routage? D'un point de vue global, les idées à essayer de respecter, en fait, ben, ça sera de dire, ben, on va essayer de faire des pistes les plus courtes possibles. Alors, pour ces cas-là, franchement, évitez de mettre des vias. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va implanter un via, en fait, on va modifier l'impédance de la piste. Et donc du coup, en fait, ben, on va générer en fait plein de petites impédances entre guillemets parasites supplémentaires et qui sont ben, généralement pas forcément les bienvenus pour ce type de composants. Donc là, vraiment pour ça, vu que généralement c'est les premières pistes qu'on fait, ben, on essaie de les router vraiment de façon directe, de façon à ce que ça se passe très bien. Et puis ensuite, même chose, on essaye d'éviter de les faire passer à côté de pistes bruyantes. Alors, ce qu'on appelle pistes bruyantes, en fait, ben, c'est des pistes qui, par exemple, vont commuter beaucoup de tension ou beaucoup de courant. Donc, autrement dit, on va essayer de les isoler, pardon, un minimum. Alors, la deuxième étape, alors ça va être router les autres pistes. Éventuellement, en fait, ça va être aussi de router en fait les pistes les plus larges. En tout cas, de commencer par les pistes les plus larges. Donc, les pistes d'alimentation et les pistes de puissance. Pourquoi? Ben parce que quand vous allez router des pistes larges, ce qui va se passer, c'est que ben justement, elles vont prendre beaucoup de place sur la carte. Donc, si vous commencez par les router, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par avoir un routage qui va être relativement court et donc qui va prendre relativement peu de place sur la carte. Et donc ensuite, pour le routage des autres pistes, ben, l'idée, ça reste toujours, on va dire, un peu la même. Alors, c'est surtout essayer d'avoir des pistes relativement courtes, mais bien évidemment, ne cherchez pas obligatoirement à avoir les pistes les plus courtes possibles, parce que de toute façon, vous allez avoir des difficultés et vous n'y arriverez pas. Alors, limiter le nombre de vias, je dirais, ça va dépendre en fait un petit peu du type de carte que vous allez avoir. Si vous faites une carte de type prototype, ben, oui, limitez les vias pour penser en fait à celui qui va devoir monter la carte. Parce que pour rappel, lorsque vous avez monté votre dé électronique, ben, les vias, c'est les premiers éléments que vous commencez à souder. Donc si à la conception, vous mettez des vias un petit peu partout, ben, ça veut dire aussi que pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir monter votre carte, ben, la personne qui va être en charge de ça va devoir s'amuser à souder plein de vias aussi. Et puis après, bon, dernier élément, ben, toujours essayer de faire en sorte que on essaye d'éviter de mettre des pistes très bruyantes à côté de pistes très sensibles. Donc autrement dit, on évite de rapprocher les pistes bruyantes et les pistes critiques de façon à ce que ben, le système puisse fonctionner correctement. Dernier élément pour le routage, ben à la fin, en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est on fait un plan de masse sur les différentes couches du circuit imprimé.
Alors l'intérêt de ça, c'est quoi? Ben, c'est que d'un point de vue global, ça permet de généralement d'améliorer l'immunité aux parasites. Donc autrement dit, ben, d'avoir un système qui soit plus fonctionnel. Et puis ça a aussi un avantage généralement, c'est de pouvoir réussir à stabiliser un petit peu plus l'alimentation de la carte. Et donc, ben, qui dit alimentation plus stable, dit aussi meilleur fonctionnement de votre carte. Donc tout ça, généralement, ça va dans le même sens, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit véritablement en fait fonctionnel, quoi. Donc pour tout ça, ben, c'est à peu près fini. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport en fait à tout ce qui est, ben, on va dire, placement et routage de la carte? Ouais, Damien? Ouais, moi j'avais une question, c'est à un moment on réalise le schéma et Oui. après on passe directement au placement, mais il y a un moment où il va falloir choisir les composants qui correspondent comment dire, Ouais, à ce que tu veux mettre sur la carte en Ouais, fait. c'est ça, ouais, voilà, ouais. Ouais. Alors, ben, ça justement, si tu veux, ça se fait dès la saisie de schéma. Et c'est là où c'est super important en fait ben, de savoir, enfin comment dire, de prendre vraiment le symbole du composant que tu veux mettre sur ta carte. Parce que le symbole, il est directement lié en fait au composant. Alors, autant sur le schéma électrique, ben, c'est vrai que bon, une capacité ou une résistance, ben, de toute façon, ça va avoir le même symbole. Ça restera une capacité ou une résistance. Mais le seul problème, c'est que quand vous faites votre saisie en fait, de schéma électrique ici, ce qui est franchement super important, c'est vraiment de sélectionner. Alors là, dans les cas de DTP, on va vous fournir, je dirais, le schéma électrique à saisir. Donc, ce qui va être super important, c'est vraiment de sélectionner le bon composant. Parce que si vous ne sélectionnez pas le bon composant, ben là, du coup, vous allez vous retrouver en fait avec une empreinte qui ne va pas correspondre à ce que vous voulez sur la carte. Et donc, du coup, ben, forcément, ça va poser problème. Ouais, donc il y a une histoire de bibliothèque aussi de composants alors. Tout à fait. Ok. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, quand une des premières étapes que vous allez avoir à faire lors de la saisie de schéma, ben, ça va être en fait d'utiliser les bibliothèques de symboles ben, qu'on vous indique de façon à ce que vous ayez véritablement en fait ben, non seulement le symbole, mais en fait après tous les éléments qui sont rattachés à ce symbole-là. D'accord. Ouais, Monsieur Mbayo. Oui, en fait, tout à l'heure au début du cours, j'ai vu quand vous avez mis les schémas structurels de la carte D, et Oui. ouais, je regardais un peu des pistes. Hein. En fait, j'ai remarqué que par rapport à des angles, il n'y avait pas l'angle à 95, pardon, 90 degrés à 45 degrés. Et dans le vrai chemin, la vraie carte qu'on a fabriquée, tous les angles sont bien à 90 degrés ou 45 degrés. Ouais, mais alors c'est parce que si tu veux, alors suivant les cartes que je vous présente, en fait, vous n'avez pas forcément en fait tout le temps les angles qui vont bien. Alors ce qu'il faut voir, euh, pour le routage des cartes, généralement, on privilégie en fait alors les angles à 90 degrés et à 45 degrés. Alors pourquoi le 45 degrés? En fait, il est très simple. Là, c'est juste une histoire en fait de longueur de piste. Si vous avez possibilité de couper une piste, en fait, de la couper à 45 degrés, ben, elle va être forcément plus courte que si vous la faites à 90 degrés. Donc, si vous voulez, c'est vraiment juste une histoire qui est liée à ça. Et alors après, pourquoi on se limite à 90 degrés et à 45 degrés? Ben, la raison, elle est simple aussi, c'est parce que si vous prenez après des angles qui sont un peu plus tordus, ben, le problème, c'est qu'en fait, sur la carte, vous allez prendre en fait beaucoup plus de place. Pourquoi? Parce que ben, en fait, vous n'allez pas pouvoir les mettre en parallèle. Et donc, au final, vous allez vous retrouver en fait à devoir ben, prendre franchement beaucoup plus de place que si vous utilisez uniquement ces deux types d'angles. Donc, d'un point de vue global, pour le routage, en fait, c'est véritablement en fait ce qu'on privilégie.
toujours un routage en fait à 90 degrés et à 45 degrés. D'accord. Du coup, ce n'est pas question de bruit ou de problèmes électriques, non. Alors ça va être en partie lié aussi. Parce que si tu veux, plus tu vas router entre guillemets long, en fait, ce qu'il faut avoir dans l'idée, c'est que une piste, c'est un bout de cuivre. Donc un bout de cuivre, en fait, c'est un bout de métal. Mais dès que vous avez en fait un fil, ben un fil, c'est une antenne. Et plus cette antenne va être longue, plus vous allez être capable de capter en fait des fréquences ben, multiples. Et donc, du coup, ben, ça veut dire que si votre système passe à un moment donné à côté ben, d'un appareil qui rayonne sur des fréquences que vous pouvez capter, ben là, le problème, c'est que en fait, vous risquez d'avoir ces fréquences qui vont rentrer directement dessus. Donc, l'idée, en fait, du routage le plus court, elle est là, en fait. C'est que si vous faites un routage qui est relativement court, ben, en fait, il y a plein de fréquences que vous n'allez pas pouvoir capter. Et donc, déjà, d'entrée de jeu, ben, du coup, vous améliorez l'immunité de votre carte. Mais après, faut pas non plus partir dans l'excès. Faut pas vous dire, il me faut absolument les pistes les plus courtes possibles. Parce que ben, il faut aussi que votre carte elle soit montable par quelqu'un. Donc, autrement dit, il faut que ben, la personne qui va monter les composants sur la carte, comme vous avez pu le faire, ben, si tout est super serré, pour avoir les pistes franchement les plus courtes possibles, ben, à la fin, en fait, vous ne pourrez pas la monter, votre carte. D'accord? Donc, il faut réussir à trouver le bon compromis entre ben, je fais des pistes de 4 km et je fais des pistes de 4 microns. Voilà, faut trouver l'intermédiaire qui va pas trop mal. Mais généralement, il y a pas de raison, on y arrive relativement bien. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, non. Alors, ce que je vous propose, puisque on va arriver sur la fin du cours, donc là, en fait, il y a une petite vidéo de 6 minutes. Euh, je vous propose, je vais la mettre sur Moodle, vous pourrez la regarder tranquillement. L'intérêt, c'est que ça va vous permettre de voir en fait comment ça se passe dans le monde industriel, comment on fabrique les cartes, et donc du coup de voir aussi un petit peu ben, justement une version vraiment plus orientée ben, sur un concepteur, enfin sur un fabricant véritablement de cartes. Et là, quelque part, vous n'avez pas forcément, je dirais, besoin de moi pour le voir. Donc, je vous laisse enfin, je vais vous la mettre en fait à disponibilité sur Moodle. Et puis, je vais vous laisser la visualiser. Euh, Par contre, donc, avant de clore, on va dire, le cours, éventuellement, j'aimerais bien avoir en fait un petit peu, alors, votre retour ben, par rapport aux différents cours à distance, comment ça se passe pour vous, comment vous ressentez les choses, quoi. Bon, a priori, si je peux me permettre pour moi, Mhm. par rapport à la communication, c'est super bien. C'est calme parce que je suis là où je suis, c'est super calme. Mais des fois, ça bug un peu parce que le début de la connexion, là où je suis ici, parce que je suis à Zurich, des Mhm. fois, la connexion, elle est lente, ou des fois. C'est pourquoi D'accord. ça m'arrive des fois de louper 2, 3 minutes ou de louper un peu de cours. Mais dans l'ensemble, là, ça va. D'accord. Donc, et éventuellement quelques petits soucis de connexion. Il y en a d'autres en fait qui sont comme ça, qui ont quelques problèmes de connexion. Alors, et éventuellement, parce que bon, après, si vous avez les problèmes de connexion maintenant, vous allez avoir du mal forcément à me répondre. Euh, Éventuellement, n'hésitez surtout pas en fait à nous avertir
que ce soit moi ou que ce soit Monsieur de Dessus, par l'intermédiaire en fait d'un mail, parce que bon, ça, le mail généralement, ça passe à peu près partout. Au pire, si vous pouvez franchement pas, ben vous allez forcément nous voir de toute façon dans le cadre d'OTP, de choses comme ça. Donc n'hésitez surtout pas en fait à nous en parler et de façon à ce que on puisse essayer de voir pour trouver éventuellement des solutions, quoi. Oui, Anthony? Oui, je crois avoir vu sur l'emploi du temps de la semaine prochaine que on est prévu à l'IUT, je crois, la semaine prochaine. Alors, vous êtes prévu à l'IUT par rapport à quoi? Enfin, non, mais par rapport, parce qu'en fait, sur l'emploi du temps, il n'y a que des numéros de salles, en fait, indiqués sur les cours que l'on a. Enfin, apparemment, il n'y a pas il y a pas de cours en visio, en fait. Alors si, alors en fait, bon, je ne sais pas quand est-ce que tu as regardé, parce qu'en fait, alors Et, c'est pareil, donc ça c'est vrai que ça je vous l'ai pas forcément dit, mais c'est vrai que bon, actuellement c'est les semaines, on les fait, mais on les enchaîne vraiment petit à petit parce que ben, quelque part on dépend complètement des conditions sanitaires. Et donc, du coup, ben, en fonction de comment ça évolue, ben, on essaye aussi de faire évoluer en fait l'emploi du temps. Donc là, si ok. vous voulez, pour le moment, la semaine prochaine, en fait, elle est republiée. Et donc, vous allez avoir certains cours en fait en visio. Ouais. Euh, Ah oui, et donc, du coup, effectivement, ouais. faut bon. Mais par contre, c'est pareil. Si vous allez à la semaine d'après, celle-là, elle n'est pas remise à jour. Donc, autrement dit, Ah oui, s'il y a des cours en visio, choses comme ça, pour l'instant, en fait, ça sera pas forcément mis, quoi. d'accord, ouais. Ok. D'un point de vue global, enfin, je vais essayer qu'on ait toujours au moins une semaine d'avance, en fait, sur le reste. Enfin, Ok. sur l'emploi du temps, pardon. Ok, ouais, ouais. Non, mais le visio, c'est très bien, ouais, pour ma part. D'autres retours? Alors, ouais, bon, j'ai vu le message d'Étienne aussi. Et est-ce qu'il y a éventuellement, je ne sais pas, certaines choses en fait que vous pensez qu'on peut réussir à améliorer? Parce que de toute façon, si vous voulez, enfin, quelque part, on est tous, ben, l'ensemble des profs, on est tous ben, plus ou moins en version, on va dire, un peu test, parce que ben, pour nous, c'est relativement nouveau. Donc voilà, c'est aussi ça, quoi. Alors, je vois utiliser Discord. Alors, bon, malheureusement pour vous, non. Ah, pourquoi en fait ben, parce qu'en fait, en fonction de comment ça se passe, je sais que on n'a pas forcément nous trop accès à Discord. Donc du coup, même si je sais que a priori c'est quelque chose enfin c'est un outil que vous appréciez, mais malheureusement faudra faire sans. Donc généralement pour nous, tout ce qui va être visio, ça sera plutôt soit du Teams, soit du Big Blue Blueton en fait sous Moodle. D'autres remarques? Non, pour tous les autres, c'est bon. Bon, ben, de toute façon, après, n'hésitez pas, hein, on reste à votre écoute, hein, donc de toute façon, n'hésitez pas à nous faire remonter ce qui va et puis, enfin, ce qui va ou ce qui va pas. Enfin, franchement, tout ça, il y a pas de souci. Et puis, bah, de toute façon, on va essayer aussi de s'adapter en fonction des différents éléments qu'on aura, quoi. Euh, euh, alors, version navigateur. Tu peux préciser, Nicolas?
Alors, normalement. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Donc, du coup, je comprends mieux. Non, d'accord. Ok. Et de toute façon, ouais, par contre, le truc qui se passe par rapport à Teams, quand vous cliquez sur le lien pour pouvoir vous connecter à la réunion, normalement, en fait, bah, ils vont vous proposer soit en fait de partir directement sur l'application Teams que vous avez sur l'ordinateur, ou autrement, en fait, de partir par l'intermédiaire d'un navigateur. Alors après, je vous avouerai que le navigateur, je ne sais pas comment il est parce que ben moi, je passe directement par l'application. Et éventuellement, parmi vous, il y en a qui l'utilisent, le navigateur ou pas? Lequel? Ouais, le navigateur de Teams, ouais. Et alors, du coup, point de vue, enfin, ça se passe comment, point de vue apparence? C'est à peu près similaire à la. D'accord, ok. Ouais. Ouais, pareil, je vois le retour des Maxime, puisque du coup, il y a de Max et Maxime, pardon. Ouais, je vais y arriver. Ok. Bon, bah si pour vous ça se passe relativement bien, bah, c'est déjà une bonne chose. Et puis donc bah, là, de toute façon, après, bah, pour la suite, alors que ce soit pour Orcade ou là, bon, on va directement de toute façon en TP. Donc bah, là, n'hésitez surtout pas en fait comment bah, discuter avec le prof que vous aurez, que ce soit moi ou que ce soit Monsieur Lahutte, hein, parce que le but du jeu, c'est que vous puissiez bah, appréhender le mieux possible l'aspect conception. D'un point de vue global, dites-vous bien que vous allez avoir en fait pareil sur le cours Moodle par rapport à Orcade, vous allez avoir en fait bah, toute une série de petites vidéos vraiment pour pouvoir vous aider à utiliser le logiciel. Et donc, faites en sorte vraiment de les suivre au mieux parce que normalement, c'est ce qui va vous guider le plus rapidement vers la solution qui va bien, quoi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des requêtes? Ouais, Damien? Ouais, donc c'est des vidéos qu'on verra en TP ou qui nous seront fournies et qu'on verra Alors, nous-mêmes? c'est des vidéos que vous verrez directement en TP. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez être en TP, ce que vous avez surtout intérêt à faire, ça sera ben, justement de se connecter sur le cours Moodle. Là, logiquement, je pense que pour l'instant, si vous allez sur Orcade, sur le cours Moodle, vous devez voir en fait du style ben, le grand A, initialisation de poste pour la suite Orcade, des choses comme ça, mais vous voyez pas en fait ce qu'il y a dedans. Vous devez avoir que des grands titres, c'est ça? Ouais, j'ai pas regardé, ouais. D'accord. Bon, normalement, dans l'idée, c'est ça. Ce qui se passera, c'est que d'ici le TP, ben, ces rubriques-là vont être affichées. Donc là, au passage, je viens de vous afficher le lien vers la vidéo en fait pour la partie avec l'industriel. Donc comme ça, là, vous allez pouvoir la visualiser ben, directement par vous. Et donc après, ben, pareil, vous allez avoir en fait les différents éléments, en fait, les différentes petites vidéos qui vont vous permettre en fait de faire les différentes actions pour le cours Orcade. Pareil, ça va juste un peu avant le premier TP, en fait, je vais les débloquer et donc du coup, ça vous permettra alors de les voir. Vous pouvez les regarder à l'avance. Sincèrement, je suis pas persuadé que ce soit super utile. Par contre, en fait, quand vous allez faire vraiment la saisie de schéma, le placement, le routage, là, par contre, sera véritablement tout son intérêt. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ouais, ok. Donc, bah, éventuellement, ce que je vous propose, c'est bah, d'en rester là pour votre journée.
en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Tant qu'à faire, n'hésitez franchement pas à regarder la petite vidéo parce que c'est franchement, enfin sincèrement, c'est vraiment intéressant. Et puis pareil, si vous avez des questions sur la petite vidéo, n'hésitez surtout pas en fait à me les poser par la suite. Il n'y a pas de souci là-dessus. On reste complètement disponible et donc s'il y a besoin, n'hésitez pas. Sur ce, ben, bonne fin d'après-midi et profitez bien de votre jour férié de demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.